commencer par remercier tout d'abord Caroline Van Eck et Maud Huber et le projet Printing the Past pour l'invitation d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi le musée d'Orsay et vous aussi, le public. Bon, donc, ok. Je vais être franc avec vous. Si l'analyse des images d'édifices imprimés au XIXe siècle présente un intérêt, ce n'est peut-être pas à cause des images en elles-mêmes. C'est dû au fait qu'elles ont circulé auprès d'un public de masse. C'est dû aux modalités du phénomène, à ses enjeux et tous ceux qui en découlent. Mais une question se pose d'ores et déjà. Les images imprimées étaient accessibles à un public moderne, plus réduit dès le XVIIIe siècle. Pourtant, elles ont joué un rôle négligeable dans les grandes évolutions qui rendent l'histoire de l'architecture et de la sphère publique au XVIIIe siècle si passionnante. Pourquoi ? Le coût a certainement été un facteur. Il était plus onéreux de produire des images et de les inclure dans des publications. Mais ce n'est sans doute pas la seule raison, et je vais dire quelques mots à ce sujet avant d'aborder mon thème principal. À l'évidence, les images ont joué un rôle dans le discours architectural au XVIIIe siècle, mais ce rôle n'était qu'un prolongement de celui qu'elles jouaient au XVIIe siècle. Des images ont été publiées individuellement comme des pièces de collection. Elles ont été publiées dans des ouvrages consacrés à des édifices anciens ou exotiques. Elles servent à illustrer des exemples de belle architecture locale. Elles servent à illustrer des projets d'architectes. Il s'agit d'illustrations techniques destinées aux bâtisseurs et aux entrepreneurs. Ces diverses catégories s'adressent à des publics qui existent déjà depuis un certain temps, à savoir les élites éduquées, exception faite de la dernière catégorie d'ouvrages. Et tous ces types de publications existaient déjà au XVIIe siècle. Mais ce qui caractérise avant tout le discours architectural au XVIIIe siècle en France, et notamment à Paris, et qui fait tout son intérêt historique, c'est qu'il s'adresse à un public nouveau, un public critique, d'une ampleur sans précédent, constituée de non-spécialistes. Et le type d'image que je viens d'évoquer n'a qu'un rapport indirect avec ce phénomène. Rappelons le schéma proposé par Jürgen Habermas pour décrire la sphère publique civile, un schéma qui reste d'actualité. Cette sphère naît tout d'abord dans l'espace intime de la réflexion privée sur les questions d'intérêt public, puis s'étend par le biais de la communication et du débat. Pour Habermas et d'autres, cette sphère publique civile ou bourgeoise se distingue avant tout par le fait qu'elle fournit un réseau ouvert de discussion. Concernant l'architecture, cette sphère ne s'est pas constituée à partir des nombreux ouvrages publiés par des membres de la Nouvelle Académie d'architecture, après sa fondation en 1771, elle s'est formée grâce aux textes publiés par des auteurs indépendants en réponse au discours académique, notamment Germaine Brice, Michel de Frémin ou encore l'abbé de Cordemoy, pour ne citer que les noms les plus connus. Et c'est à partir de ces textes que le débat s'étend. Cette discussion publique, qui comporte de nombreux aspects, tourne essentiellement autour de l'établissement de critères définissant le jugement, la pratique et le mécénat, notamment le mécénat royal, en matière d'architecture. Ce discours est de nature contestataire et les images n'y jouent guère de rôle parce que les images sont moins efficaces que les mots lorsqu'il s'agit de persuader un large public de non-spécialistes d'un point de vue critique sur la qualité d'un projet ou sur les priorités officielles derrière une initiative d'aménagement urbain. Pierre Pat a utilisé des images pour illustrer sa critique du dôme de Soufflot à Sainte-Geneviève, mais dans un texte destiné aux ingénieurs et aux scientifiques. Mais lorsqu'il s'est contraint de s'adresser à un public plus large, il n'en utilise aucune et se contente du texte.
La seule exception, peut-être, concerne les projets d'embellissement, qui sont parfois accompagnés d'illustrations. Il s'agit là d'un nouveau genre critique, plus ou moins, mais je soutiendrai que les images sont rarement des éléments essentiels de ces projets. La grande majorité des non-spécialistes auxquels ils s'adressent ne savent sans doute pas défricher un plan, tout comme un nombre élevé de mes nouveaux étudiants en Californie. Le fait est que les aspects les plus importants du débat public sur l'architecture au XVIIIe siècle sont presque exclusivement réservés aux opuscules et aux périodiques qui ne comportent que très rarement des illustrations d'architecture. Sans surprise, c'est la notion typographique de caractère qui devient un terme essentiel de la théorie architecturale de l'époque. C'est l'imprimé alors qui devient le nouveau étalon par lequel les architectes mesurent la lisibilité de leur construction. Donner du caractère à un édifice, c'est lui donner l'occasion de transmettre son sens au public tout aussi clairement qu'un texte. Selon Habermas, si l'imprimerie a pu influer à ce point sur la transformation de la sphère publique civile au XVIIIe siècle, c'est parce que celle-ci n'était pas encore soumise à la logique du capitalisme marchand. Le discours imprimé pouvait encore suivre son idéal d'échange contestataire impersonnel. Les tirages étaient limités et même si le public des ouvrages imprimés s'élargissait, c'était encore une bourgeoisie relativement aisée qui pouvait acheter ce qui les intéressait. La plupart du temps, l'abonnement était annuel et il fallait donc avancer une somme conséquente. La publicité commerciale était encore balbutiante et une partie des coûts était souvent assumée par un noble mécène. Ce fut le cas pour l'année littéraire de Fréron, par exemple. Toujours selon Habermas, la situation change au tournant du siècle, et plus précisément après 1830, lorsque le capitalisme marchand investit l'univers de la littérature périodique, transformant ainsi sa nature et sa fonction. Cette évolution est due à de nombreux facteurs. Le public de lecteurs ne cesse de croître, mais il descend dans l'échelle économique, et les éditeurs qui veulent toucher ce marché doivent impérativement réduire les coûts. L'imprimerie commence alors à s'industrialiser, mais les nouvelles machines très complexes sont beaucoup plus chères à l'achat et à l'entretien que les presses traditionnelles. Il faut donc les faire tourner le plus possible pour produire de la marchandise. C'est ainsi que la logique capitaliste envahit l'univers du journalisme écrit. Et selon Habermas, cette évolution a fait qu'un débat public authentique a été, pour l'essentiel, remplacé par une version marchande de la culture, bien plus rentable, qui apaise et distrait son lectorat, sans l'encourager à exercer son esprit critique sur les questions touchant à l'intérêt général. Cette tendance est renforcée par les inquiétudes concernant la radicalisation politique des classes ouvrières urbaines. Au cours des 30 ou 40 premières années du XIXe siècle, une mutation capitale se produit en effet concernant la place réservée à l'architecture dans la presse française. D'une part, on voit apparaître des journaux consacrés à l'architecture, destinés à un lectorat professionnel spécialisé. D'autre part, la présentation de l'architecture et de l'urbanisme évolue de manière significative dans ce que l'on appellerait aujourd'hui la presse généraliste. J'évoquerai surtout cette dernière catégorie, étonnamment négligée des études. Mais je voudrais d'abord dire quelques mots sur la première et la mieux connue, c'est-à-dire la presse spécialisée. En France, la première périodique spécialisée en architecture est le Journal des bâtiments civils, lancé en octobre 1800, et qui a notamment été étudié par Hélène Lipstadt et aussi Marc Savoya. Il a été fondé, parmi d'autres, il a été fondé et financé par François Camille, qui se désigne lui-même comme entrepreneur en menuiserie, mais qui n'est pas l'artisan florissant que désigne ce titre. Comme l'a montré Lipstadt, il s'appelle en réalité Maurice François Camille Lebar. Il dissimule son vrai nom. Il spécule avec succès dans l'immobilier
et il est à la tête de plusieurs entreprises capitalistes. Son journal s'intéresse d'abord exclusivement au coût des matériaux de construction et autres sujets de ce type, et il est en partie financé par de la réclame spécialisée. Mais les ventes ne sont pas suffisantes, et le périodique ajoute alors au contenu des commentaires critiques sur l'architecture contemporaine et poursuit les débats sur l'histoire et la théorie de l'architecture dans des textes souvent fournis par les lecteurs. Un périodique tel que le Journal des bâtiments des bâtiments civils est donc orienté à la fois vers le passé et l'avenir. Il perpétue ce que Habermas aurait considéré comme la fonction légitime de la presse du XVIIIe siècle, fournissant une tribune ouverte pour débattre des questions d'intérêt public. Mais il ne s'adresse pas au grand public s'intéressant au bien collectif, mais à un groupe de professionnels défendant des intérêts et des objectifs particuliers. D'autre part, elle a été fondée et financée par un spéculateur à la recherche du profit, un homme qui en a modifié le contenu par souci de rentabilité. On note enfin que le journal a conservé le format journalistique du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le petit in octavo, quasi dépourvu d'images. J'en arrive maintenant au sujet principal, c'est-à-dire à la représentation de l'architecture dans 3 périodiques d'intérêt général. Le premier est le très novateur Penny Magazine, fondé à Londres en 1832. Le deuxième est le Magasin pittoresque, fondé à Paris en 1833, et qui est presque la copie conforme du Penny Magazine. Le troisième est l'Album, fondé à Rome en 1834, dans un esprit très semblable, mais avec quelques différences. Je ne aborderai que la période 1832 à 1836, c'est-à-dire celle où ces périodiques incarnent une nouvelle forme de journalisme avant qu'ils ne soient remplacés par d'autres mutations de la presse écrite. Nous commençons par Londres. Le Penny Magazine est le premier magazine illustré destiné à la classe ouvrière. Il est l'invention de la société, the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, c'est-à-dire la Société pour la diffusion des connaissances utiles, une organisation philanthropique fondée en 1824 pour fournir des connaissances utiles, aux Anglais pauvres qui n'ont pas bénéficié d'une éducation ou qui sont même analphabètes, c'est-à-dire 30 à 50% de la population adulte. Cette opération est dirigée par un aristocrate Whig, Lord Brown, qui n'hésite pas à dire que cette publication paternaliste est une saine alternative à la presse radicale. Dans l'éditorial du premier numéro, le journal annonce son intention d'éviter tout sujet controversé ou susceptible de diviser, afin de concentrer l'esprit, je cite, concentrer l'esprit sur des sujets de réflexion plus paisibles et peut-être plus purs que sur la violence des discussions partisanes. Le cerveau du Penny Magazine et son rédacteur en chef, le journaliste Charles Knight, animé des mêmes sentiments philanthropiques. Le concept est directement inspiré des nouvelles avancées technologiques et notamment de la presse rotative à vapeur inventée en 1813 par Friedrich Koenig. Cette révolution technique permet d'augmenter exponentiellement la production horaire des pages imprimées. Et le premier client de Koenig a été le Times de Londres, dépourvu d'illustration. Knight a eu l'idée d'utiliser cette invention pour lancer une périodique de bienfaisance destinée au vaste public potentiel qui représente les ouvriers. Mais le lectorat ouvrier n'est pas nécessairement éduqué et certains ne savent pas lire et il fallait donc imaginer un journal bon marché, mais aussi très accessible afin de pouvoir vendre suffisamment de numéros. Knight a alors l'idée d'y inclure une quantité sans précédent d'illustrations insérées dans le texte.
puis de mécaniser l'impression, la production et la distribution avec le maximum d'efficacité afin de réduire les coûts au minimum. Il abandonne le système de l'abonnement de telle sorte que le lecteur puisse acheter le journal avec un penny et s'en passer lorsqu'il est à court d'argent. D'autres innovations permettent d'appliquer cette formule. La première concerne la gravure sur bois de boue, qui commence à remplacer la technique beaucoup plus lente et plus coûteuse de la gravure sur métal. Elle consiste à graver au burin des images en relief sur l'extrémité, le bout, d'un bloc de bois dur. Knight a accès à Londres à une vaste communauté de graveurs prêts à travailler à bas salaire, une condition nécessaire compte tenu du nombre de gravures requises pour le nouveau journal. Au temps de la presse à platine, l'un des avantages de ces blocs de bois était qu'on pouvait facilement les insérer parmi les caractères d'imprimerie dans les formes cadres sur lesquelles on composait la page. Mais la presse rotative à vapeur exigeait une nouvelle invention, en fait, qui existait déjà, mais la stéréotypie, qui consiste à mouler la réplique d'une forme composée à la main sur une feuille de métal qui est ensuite fixée sur la rotative. Entre autres avantages, la stéréotypie permet d'accélérer encore la production car on peut réaliser plusieurs stéréotypes de chaque page et les tirer simultanément. Et la stéréotypie a aussi une autre vertu, comme le signale Knight lui-même, et je cite « Nous pouvons aussi assister les nations étrangères qui souhaitaient produire des penny magazines. Nous aurons ainsi le grand avantage moral de donner le ton à la littérature populaire d'autres nations favorables à la paix et conscientes de nos intérêts communs. Et nous pourrons également améliorer notre penny magazine grâce aux bénéfices provenant de la vente de ces moulages. Nous vendrons ainsi à la France et à l'Allemagne des moulages de nos bois gravés pour 1/10 de ce que cela leur coûterait pour les faire graver à nouveau. Ceux pays pourront ainsi publier leurs magasins pittoresques et leur Pfennig Magazine. Peu après son lancement, le Penny Magazine compte le chiffre inouï de 200 000 lecteurs, ce qui a sans doute réjoui la société pour la diffusion des connaissances utiles et pas seulement pour des raisons altruistes. Et je cite de nouveau, « La société ne dispose pas de fonds pour aider le Penny Magazine car ses abonnements sont à peine suffisants pour défrayer les coûts des salles où elle tient ses réunions, mais le Penny Magazine contribue matériellement au financement de la société. » Le Penny Magazine fournit à son public des saines lectures sur une quantité stupéfiante de sujets aussi divers que variés. Voici des exemples d'images à la fois familières et exotiques. Voici des représentations de curiosités étranges en provenance d'autres régions du monde. Des récits destinés à montrer aux lecteurs la chance qu'ils ont d'être des sujets britanniques et de vivre en Angleterre. Histoire portant sur des sujets choisis au hasard qui jurent avec les intentions de fournir seulement des connaissances utiles. Un article sur les fourchettes, par exemple. Et enfin, on trouve des articles qui rappellent aux plus pauvres les avantages qu'il y a à économiser, à se discipliner, à s'instruire et à faire face à l'adversité. Autrement dit, tout sauf l'action politique collective. Endurer la pauvreté. Le Penny Magazine tient à faire mieux connaître l'Angleterre, ses grands sites et son histoire, et à montrer des images du monde au-delà. Pendant les 4 premières années de publication, il publie 293 graveurs, principalement d'édifices, de monuments, de travaux publics et de vues urbaines. Pour simplifier, je les ai baptisés images architecturales, mais l'expression se réfère à l'ensemble de ces sujets.
La toute première illustration du premier numéro montre Charing Cross à Londres. La deuxième montre les cornes d'un élan américain et la troisième un grizzly dévorant un cheval. Les trois images sont des stéréotypes tirés des publications intérieures de la société. Au cours des semaines suivantes, on trouve également des vues urbaines, l'antique Pompéi, Somerset House à Londres, London Bridge. Environ 30% de l'imagerie du magazine représente ce que j'appelle de l'architecture. Et ce pourcentage se maintient au cours des 4 premières années. Ce qui change, c'est la taille et la qualité des images. Dès le printemps 1832, elles occupent communément plus d'une demi-page et déjà à l'automne, on trouve fréquemment des illustrations pleine page, beaucoup montrant des édifices. Dans leur grande majorité, ces images montrent des sites anglais, églises médiévales ou ruines de châteaux de campagne ou encore des constructions plus récentes, le marché Hungerford par exemple, ou des hangars et les tunnels des nouvelles lignes de chemin de fer de Manchester et de Liverpool. Les articles qui les accompagnent sont généralement des descriptions sèches, agrémentées de quelques anecdotes. La note nationaliste est constamment présente. Un article sur le nouveau pont suspendu de Clifton s'étend longuement sur la domination anglaise dans ce domaine. Un article accompagnant une image inspirée d'une des gravures de la vieille cathédrale Saint-Paul, réalisée par Wenceslas Hollar, se termine par un paragraphe flatteur sur l'édifice bâti par Wren, au détriment de Saint-Pierre de Rome, qui, nous dit-on, a beaucoup pâti de la longue série d'architectes et de papes qui ont présidé à sa construction. Des articles dans la même veine sont publiés sur des sujets étrangers. On découvre, par exemple, les mœurs dépravées des foules qui se pressaient au Colisée dans l'Antiquité, des foules tout excitées par la violence barbare infligée aux chrétiens. On comprend ainsi que l'Empire britannique, successeur moderne de Rome, est bien plus humain et civilisé. On trouve également un article illustré sur les temples indiens du Elephanta, creusés dans la roche, rappelle aux lecteurs que leur nation est un empire. En voyant ces images, on a l'impression de découvrir les monuments au coin d'une rue ou en arrivant sur la place. Elles montrent la ville comme si on la découvrait de loin. Ces villes et ces monuments sont mis à notre disposition et on voit souvent un chemin qui y conduit. Même les vues d'intérieur parviennent à évoquer le moment où on lève la tête en entrant, où on arrive en haut de l'escalier. On a l'impression que l'œil s'ajuste à la pénombre. Ce sont des images à visée objective qui cherchent à englober le tout en le réduisant à l'apparence. On y voit rarement des figures humaines, à l'exception de touristes, tout au plus un ou deux pittoresques habitants de lieu. Le point de vue est résolument celui de l'étranger. La Société pour la diffusion des connaissances utiles à Londres a inspiré la création à Paris de la Société nationale pour l'émancipation intellectuelle, poursuivant des buts similaires et dirigée par le journaliste réformiste Émile de Girardin. En 1831, un an avant la fondation du Penny Magazine, Girardin lance l'idée d'un périodique de masse à prix modique destiné à la classe ouvrière, mais sans illustration. Dans cette entreprise, il a pour partenaire un éditeur du nom de Alexandre Lachevardière, proche des Saint-Simoniens, et qui est l'imprimeur de leur journal, Le Globe, dans lequel il a également investi. En 1831, Le Globe fait face à de graves problèmes financiers et des difficultés liées à la politique interne du mouvement saint-simonien. Lachevardière est donc toute disposée à laisser Girardin utiliser son imprimerie pour une autre publication. Lachevardière est en effet propriétaire d'une magnifique machine. Après avoir hérité une somme d'argent, il est devenu le premier Français à importer d'Angleterre une presse rotative à vapeur.
Pour des raisons économiques, il souhaite faire tourner son monstre au maximum, ce qui correspond parfaitement aux objectifs de Girardin, qui veut toucher un public ouvrier, immense gisement de lecteurs encore largement inexploité. Ils décident donc ensemble de lancer le Journal des connaissances utiles en octobre 1831. Girardin résume leur modèle commercial dans une formule savoureuse. Je cite, « Vendre bon marché pour vendre beaucoup pour vendre bon marché ». Le journal attire rapidement 120 000 souscripteurs, un chiffre record, presque autant de lectures que comptera le Penny Magazine anglais quelques mois plus tard. Il y parvient en dépit de son contenu plutôt roboratif. Articles sur les projets de réforme économique, procédés industriels, études statistiques, économie domestique, gestion agricole, règlements officiels et surtout malgré l'absence d'illustration. Mais ce succès est éphémère et les ventes commencent à décliner. Pendant l'été 1832, Lachevardier se rend à Londres où il découvre le nouveau Penny Magazine. Il comprend immédiatement que ce nouveau modèle est un moyen plus efficace et plus rentable d'utiliser sa presse à imprimerie. Il s'hâte de rentrer en France, résolu à lancer une version française du magazine. Il prend contact avec ses amis du défunt Globe, parmi lesquels plusieurs éminents penseurs et journalistes saint-simoniens, Michel Chevalier, Pierre Ledoux, Jean Reynaud et Édouard Charton. L'idée est approuvée et Charton est choisi pour diriger la publication. On constitue une société du magasin pittoresque qui rassemble divers investisseurs. Lachevardière est le principal propriétaire du magazine, dont le titre complet est le magasin pittoresque à 2 sous. En remplissant les formulaires officiels nécessaires, il déclare que le magazine ne fera aucun commentaire explicite sur les questions politiques, afin de ne pas aliéner certains segments du lectorat. Ils évitaient également, de cette manière, de verser l'importante somme forfaitaire de caution exigée des périodiques ayant l'intention d'évoquer ce type de sujet. Le magasin pittoresque suit de très près le Penny Magazine. C'est un grand 1 octavo, le premier périodique français à adopter ce format, et chaque numéro hebdomadaire comporte 8 pages. La ressemblance est claire dès le premier numéro. Même l'emplacement de la première illustration, qui montre un petit monument historique urbain, est identique dans les deux cas. Des années plus tard, Charton racontera que dès le départ, la plus grande difficulté a été d'obtenir suffisamment d'images gravées, car la gravure sur bois était très peu pratiquée en France. La seule source disponible étaient les stéréotypes proposés à la vente par le Penny Magazine de Knight. En décembre 1832, Charton s'est rendu à Londres pour en obtenir une série. En tout, 70 images architecturales du Penny Magazine seront publiées dans le magasin pittoresque. Charton n'avait pu en obtenir que 27 à Londres, puisque les autres ont été réalisés à une date ultérieure. Parmi cette série initiale présumée de 27 images, 4 paraissent dans les 5 premiers numéros, à côté de 3 nouvelles gravures architecturales réalisées par des graveurs français. Dans ses mémoires, Knight affirme que le Penny Magazine utilisait la poste pour distribuer ses stéréotypes, et c'est sans doute ainsi que Charton a obtenu les images qu'il a utilisées au cours des 18 mois suivants, c'est-à-dire en envoyant périodiquement à Londres une liste établie à partir de ses lectures des numéros récents du Penny Magazine. Mais le magasin pittoresque ne peut survivre grâce aux seules livraisons de Knight. Pour commencer, cela aurait limité le contenu du nouveau périodique. Charton s'adresse alors à 3 graveurs parisiens parmi les plus compétents qui travaillent dans un atelier situé près de la place Saint-André-des-Arts et qui vivent, selon Charton, dans la pauvreté.
Il leur dit qu'il veut leur passer commande de 3 ou 4 gravures par semaine pour un nouveau magazine. Les graveurs, incrédules, répliquent qu'ils sont incapables d'en produire autant dans un mois. Charton finit par les convaincre et il embauche alors plusieurs élèves qu'il forme et, selon Charton, au bout de 2 ans, le magasin pittoresque peut se passer des stéréotypes londoniens. Les 3 graveurs en question s'appelaient John Andrew, français, pas anglais, Jean Best et Isidore Lenoir, formant l'équipe baptisée ABL, et qui va produire d'innombrables bois gravés pour le magazine au fil des décennies suivantes, et pas seulement sur des sujets architecturaux. Oubliant rapidement leur modeste début, ils emploient bientôt un groupe de graveurs travaillant pour le magazine. Un article publié en 1834 cite, entre parenthèses, je cite, « Monsieur Andrew, Lenoir, Best, Quartley, Sears, Lee », des Anglais venus de Londres, auteurs des illustrations de magasins pittoresques. En fait, Jean Best prendra plus tard la tête du magazine et en deviendra le principal actionnaire. Les articles accompagnant les stéréographies achetées à Londres sont le plus souvent très différents, même s'ils incluent parfois un paragraphe ou deux tirés de ceux publiés dans le Penny Magazine, un peu plus s'ils traitent de sujets anglais. La plupart des descriptions architecturales sont plus longues et plus précises et offrent davantage de détails techniques, mais avec son équipe saint-simonienne d'auteurs et de rédacteurs, c'est surtout le ton moral de cette périodique qui est différent de celui du très conformiste et paternaliste Penny Magazine. Les saint-simoniennes ont une vision beaucoup plus radicale de l'avenir. Ils envisagent une ère d'association bienveillante et universelle entre les individus de toutes conditions et de toute culture. Ils espèrent que le progrès débouchera sur une science positive de l'homme qui donnera le jour à une nouvelle organisation sociale fondée sur la raison et la science. Lorsqu'ils évoquent le Colisée de Rome, le texte adopte un ton relativiste caractéristique. L'auteur se demande, par exemple, si l'on peut vraiment reprocher aux spectateurs d'applaudir bruyamment au massacre des chrétiens, puisqu'on leur a appris que les chrétiens sont de dangereux agitateurs qui méritent leur sort. Cette ambivalence est typique de l'historicisme saint-simonien qui hésite d'appliquer des jugements moraux ou esthétiques au passé. L'article se conclut de manière tout aussi caractéristique des Saint-Simoniens en déclarant que le Colisée semble avant tout montrer quels immenses travaux peuvent être exécutés par l'intelligence et la persévérance de l'homme. Parmi les 76 illustrations architecturales réutilisées par le magasin pittoresque, plus d'un quart, 21, montrent des scènes anglaises ou écossaises, puisque ces images formaient la majorité de celles publiées par le Penny Magazine. Parmi le reste, 13 montrent des édifices italiens, 7 seulement l'architecture de l'Empire ottoman, 7 montrent des édifices français et 7 autres ceux de la Grèce antique et moderne. Aucun autre pays n'est aussi souvent évoqué. Sans surprise, l'Égypte est le pays étranger auquel le magasin pittoresque consacre le plus gros pourcentage de ses propres gravures au cours de ces 4 années. Les Saint-Simoniens français avaient apparemment encore des sentiments possessifs envers la région. Quant aux 148 images architecturales produites localement et publiées dans le magasin pittoresque au cours des 4 premières années, 70% montrent des scènes françaises. Elles forment un parallèle avec les scènes et édifices anglais publiés dans le Penny Magazine, mais mettent davantage l'accent sur la ville et non sur les ruines rustiques et les manoirs campagnards.
Les hôtels de ville sont un sujet récurrent, tout comme les églises médiévales. Les gares ferroviaires, les ponts, les usines, ainsi que les édifices publics parisiens récents sont aussi fréquemment montrés. Le ton est généralement moins nostalgique que dans le Penny Magazine, et les édifices publics récents sont évoqués davantage pour leur aspect esthétique ou leur conception que pour leur fonction, contrairement au Penny Magazine, qui s'intéresse souvent aux institutions qu'ils abritent. Certains des artistes avec lesquels Andrew Best et Leloir ont travaillé étaient des autorités de premier rang, comme en témoigne cette gravure de la cathédrale d'Amiens, où on voit la signature de Lassus, auteur du dessin. Malgré leurs différences, le Penny Magazine et le magasin pittoresque sont très similaires. En revanche, le troisième périodique, dont je vais maintenant parler, semble appartenir à une espèce bien différente. Il se rattache à un tout autre contexte, celui de la Rome papale réactionnaire. L'album sort son premier numéro le 8 mars 1834. Il s'agit aussi d'un hebdomadaire qui paraît le samedi. Il comporte 8 pages et 3 illustrations en moyenne par numéro. Il s'inspire clairement de la formule du Penny Magazine et du magasin pittoresque. Visuellement, il est assez différent de ces deux périodiques. Le texte est beaucoup plus large et la mise en page plus aérée, mais le contenu se limite pareillement aux plantes exotiques, aux œuvres d'art, aux biographies de grands hommes, aux monuments, etc. La formule est désormais connue. Aucune mention de politique, ce qui aurait bien entendu constitué une infraction dans la Rome papale, exception faite des textes louangeurs sur le régime pontifical. L'éditorial du premier numéro déclare je cite, « Notre seul dessein est de proposer un contenu divertissant et toujours divers à nos abonnés. » Le magazine promet aussi de traiter de manière encyclopédique tous les sujets à l'abri de la satire ou de la controverse. Le fondateur, propriétaire et éditeur de l'album s'appelle Giovanni Di Angelis. Il produit le périodique chez lui, où il gère également un cabinet de lecture par subscription. La décision de publier à Rome un magazine inspiré du Penny Magazine et du magasin pittoresque peut paraître étrange. Tout d'abord, à l'époque, le prolétariat est quasi inexistant à Rome. Les pauvres, qui sont le plus souvent au chômage, dépendent de la charité et de l'assistance d'un État théocratique. Ils sont en général analphabètes et n'ont certainement pas les moyens d'acheter un journal, aussi bon marché soit-il. Les conditions nécessaires à la formule du Penny Magazine et du magasin pittoresque, à savoir vendre bon marché pour vendre beaucoup et le contraire, ne sont certainement pas réunies. Toutes les grandes villes européennes possèdent depuis des décennies au moins quelques journaux concurrents. Mais jusque dans les années 1830, les autorités pontificales n'autorisent qu'un seul périodique d'actualité, le quotidien officiel, le Diario di Roma, qui comporte un supplément hebdomadaire, les Notizie del Giorno. Il existe aussi quelques périodiques consacrés à l'histoire ou à l'archéologie et étroitement surveillés. En 1825 est lancée une revue de théologie qui sera interdite au bout d'1 an, car jugée trop polémique. En 1831, après les épisodes insurrectionnels qui ont touché les États pontificaux à la suite de l'élection du pape Grégoire XVI, les lois sont légèrement assouplies. Les insurgés ont échoué, mais le régime répressif a attiré l'attention internationale et les grandes puissances, l'Angleterre, la France, l'Autriche, la Russie et la Prusse, publient en commun des recommandations enjoignant au pape de réformer son gouvernement. Grégoire autorise alors, à contre-cœur et plutôt comme diversion, la parution de quelques nouveaux périodiques à Rome, parmi lesquels l'album.
Voici deux autres. Par nécessité, tous ces périodiques sont pro-gouvernementaux ou s'abstiennent de toute opinion. Comment alors expliquer la décision de copier le Penny Magazine et le Magasin Pittoresque dans ce contexte? Giuseppe Gioacchino Belli, le grand poète de dialecte romain de l'époque, nous fournit un début de réponse. Belli est employé au bureau chargé de recenser toutes les publications romaines et il a donc toutes les semaines l'album entre les mains. En 1835, il compose un sonnet drôlatique dans lequel deux popolani romains, des pauvres sans éducation mais qui ne s'en laissent pas compter, discutent de l'étrange nouveau magazine qui vient d'être lancé. Le premier demande au second où il va. Au bureau de l'album, répond le compère. Mais il déforme ce titre étranger et dit l'albarum. Le premier se dit alors qu'il s'agit peut-être d'un arbre et harcèle son ami. Mais qu'y a-t-il là-dedans? Un peu de n'importe quoi et 3 dessins. Que représentent ces dessins? Des antiquités, des papes, des animaux, des morceaux de ville, des fleurs, des églises, des statues, des rois. Qui fabrique cette chose? Dieu seul le sait. La chute comique intraduisible arrive lorsqu'elles évoquent le prix exorbitant de cette ridicule publication. En d'autres termes, l'album ne s'adresse pas au public populaire de Rome, du moins pas selon la fine analyse de Belli. Le contenu du périodique suffit à rendre l'idée risible et son prix le disqualifier d'emblée. Si l'on se penche un peu plus sur la question, on découvre que les illustrations de l'album sont très familières. Dans le premier numéro, 2 des 3 images montrent des scènes architecturales déjà publiées dans le Penny Magazine et le Magasin Pittoresque. Une autre apparaît dans le numéro suivant et le rythme se poursuit. 20 images architecturales publiées au cours de la première année d'existence du magazine sont parues dans l'un au moins des périodiques anglais et français. On conclut donc que Knight a trouvé à Rome un nouvel acheteur pour ces stéréotypes. Ce n'est pas impossible, mais l'album publie aussi 14 illustrations qui n'ont paru que dans le Magasin Pittoresque et jamais dans le Penny Magazine. Est-ce que le Magasin Pittoresque vendait aussi ces stéréotypes? Un examen plus approfondi révèle que l'album n'achète rien à personne. Il demande à ses propres graveurs de copier les illustrations des 2 périodiques et celles d'autres publications aussi peut-être. Le détail en apporte la preuve. Ici, pour Pestum, regarde, voici l'image anglaise, italien. Les 2 personnes à côté sont disparues, par exemple, et il y a d'autres choses. On ne trouve nulle part la signature des graveurs anglais ou français. Parfois, les copistes italiens apposent leur nom. Par exemple, ici, voici la signature anglaise, et puis l'italien Gaetano Cottafavi a laissé sa marque. Et si l'on examine de près les images, on note une foule de détails qui ont été omis, modifiés ou qui ne collent pas tout à fait. Certains d'entre vous ont peut-être déjà remarqué que les images et le texte de l'album ont été imprimés séparément. C'est ce que montre la bordure des images. Par exemple, ici, les endroits où le texte et les images se superposent. Le mauvais alignement de certaines pages. Voici le texte a été sans doute imprimé en laissant des blancs pour les images qui ont été ajoutées par la suite. En plus, les images elles-mêmes ne semblent pas être des gravures sur bois. Ça, ce n'est pas de ma compétence. J'ai parlé à un expert à Harvard University au sujet. Donc, on dirait des hauts-forts imitant la gravure sur bois. D'un point de vue graphique,
elles ressemblent à des gravures sur bois, l'espace entre les lignes, la raideur du détail, comme le ciel des paysages, mais elles ne semblent pas avoir été réalisées au burin. Les lignes ne sont ni enflées ni effilées. Elles se terminent de façon abrupte et leur mouvement est typique de la pointe sèche. Cette découverte ouvre la possibilité d'une autre interprétation d'un vers du poème de Belli que je viens de citer. Lorsqu'on lui demande ce que c'est cet arborum, le premier roman répond « c'est quelque chose qu'on imprime en deux moitiés, è un cosa che se si stampa in due metà ». On a pensé que cela signifiait en deux colonnes, mais le roman veut peut-être dire en deux passes et se moque de la procédure laborieuse de l'entreprise. L'album est donc une imitation locale, laborieuse et chère d'un produit culturel de consommation de masse caractéristique des économies capitalistes industrielles d'Europe du Nord. Quelle signification peut-on en tirer ? Signalons tout d'abord que De Angelis, l'éditeur de l'album, est un mandarin. Il va bientôt devenir le rédacteur en chef du Diario di Roma, l'organe quotidien et officiel du gouvernement pontifical. D'autre part, il paraît que l'album percevait régulièrement des subsides du Saint-Siège. On peut donc en conclure que le périodique n'était pas simplement toléré, mais activement soutenu et assisté par les autorités. Il faut signaler aussi que parmi les points communs entre l'album et ses homologues du Nord, on note qu'il est une tribune pour les déclarations patriotiques ou nationalistes sur la grandeur de Rome et d'Italie. Officiellement, ce type de discours est désapprouvé par les autorités pontificales, car il évoque trop le Risorgimento. Mais dans le climat politique de plus en plus précaire des années 1830, les dirigeants de l'Église commencent à comprendre que nombre des sujets dont la loyauté leur est indispensable, la petite bourgeoisie des États pontificaux ou même les membres du clergé aux idées plus libérales, partagent ces sentiments nationalistes et réprouvés par l'Église. C'est ce qui apparaîtra très clairement au moment de l'élection de Pie IX en 1846. L'album semble s'adresser à ces segments de la société que les autorités refusent de reconnaître officiellement, mais qu'elles surveillent étroitement et dont les membres aux prétentions intellectuelles limitées ne sont pas hostiles au pape et à son gouvernement, mais veulent éprouver un sentiment de fierté patriotique et souhaitent ardemment que la vie publique ressemble davantage à celle de Paris, Berlin, Leipzig ou Londres. Les articles de l'album proposent aux lecteurs quelque chose de similaire lorsqu'ils évoquent l'inauguration du nouveau musée étrusque de Rome en faisant référence aux théories en vogue sur ces antiques Italiens qui sont à l'origine de la civilisation occidentale, puisque ce sont eux qui ont civilisé les anciens Grecs. Pour l'Église, le musée se justifie par le fait que les Étrusques ont été conquises par les Romains et qu'ils représentent donc une étape importante sur le chemin tracé par Dieu menant au triomphe de Rome puis à l'empire de l'Église. Nombre des articles accompagnent les images architecturales piratées. Nombre des articles qui accompagnent les images architecturales piratées sont des traductions en abrégé des articles originaux parus à Londres ou à Paris et comportent souvent des révisions révélatrices. Par exemple, les Romains, décrits comme étrangers par le Penny Magazine, deviennent quel popolo conquistatore. Les passages tels que celui comparant défavorablement Saint-Pierre de Rome à Saint-Paul de Londres sont supprimés de la traduction italienne. La conviction assurée de la grandeur italienne, notamment de la grandeur romaine, est l'une des caractéristiques de l'album et en fait une étrangeté dans la sphère publique antinationaliste et étroitement surveillée des États pontificaux.
Il est difficile de savoir dans quelle mesure le pari a réussi. Dans la Rome des années 1830, les gens ont tendance à tenir leur langue, mais le magazine a survécu près de 30 ans et continuait à être vendu à prix relativement élevé. Apparemment, le sentiment d'être éloigné des courants de la modernité suffisait à justifier l'existence d'une copie maladroite d'un magazine destiné aux classes ouvrières des pays du Nord. C'était déjà mieux que rien. En conclusion, j'ai retracé ici les mouvements d'une série d'images architecturales d'un pays à un autre et d'un périodique à un autre. Métaphore qui décrit assez bien le phénomène de diffusion croissante de l'information et d'abstraction du lieu qui constitue l'un des traits essentiels de la vie au XVIIIe et au XIXe siècle et qui a largement influé sur notre sentiment de lieu en tant que moderne, dans un monde moderne. Cette mobilité est une conséquence de la marchandisation, mais c'est aussi la marchandisation qui, de manière perverse, a fait le prestige de ces images pour les Romains évoluant dans une sphère publique fermée et qui a encouragé leur imitation, même au prix d'un intense labeur manuel. Il est difficile ici de ne pas évoquer les thèses de Habermas sur la marchandisation de la culture dans la sphère publique du début du XIXe siècle, ou encore la manière dont la logique capitaliste, en tandem avec la logique gouvernementale, s'approprie l'infrastructure de la presse, notamment celle des périodiques, pour la neutraliser. Elle cesse alors d'être un véritable réseau de débats textuels, pour devenir un moyen de divertir, mais aussi de détourner l'attention en diffusant des nouvelles sans lien avec l'actualité par le biais du texte, mais aussi et surtout de l'image, coupée des réalités auxquelles ils sont censés se référer. Les images évoquées ici, plus ou moins les mêmes dans les trois publications, pouvaient sans difficulté servir des objectifs très différents. Les pirates romains au service d'un régime qui n'avait pas le moindre point commun avec les Saint-Simoniens auraient pu sans mal modifier ces images, mais n'en ont jamais éprouvé le besoin. L'histoire techno-capitaliste du périodique de masse, mêlant texte et images, ressemble beaucoup à celle de la marchandisation de la culture et de la disparition dans la réalité, sinon toujours dans le discours, d'une vision critique et contestataire de la sphère publique civile. Merci.